La ville de New York est un des endroits les plus bruyants de la planète, ce qui signifie que ce n'est pas exactement le meilleur endroit où se trouver si une armée de machines de mort extraterrestres à l'ouïe surpuissante vous rendait soudainement visite. Si vous étiez pris au piège dans la grosse pomme lors d'une invasion extraterrestre de grande envergure, sans armes, sans provisions et sans aucun espoir de survie, que feriez-vous? Il n'y a nulle part où s'enfuir et on ne peut pas se cacher très longtemps. Mais il y a une femme dans la ville au moins qui sait qu'elle va mourir quoi qu'il arrive. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre l'invasion extraterrestre dans Sans un bruit, jour 1. Cette ville est sur le point de se transformer en piège mortel. Sammy est une patiente atteinte d'un cancer en phase terminale et elle commence à en avoir assez de la vie au centre de soins palliatifs. Elle se dirige vers sa chambre quand Ruben, l'infirmier, la prend à part et l'invite à venir à un spectacle en ville. Sammy réfléchit et accepte à la seule condition qu'il mange une authentique pizza new-yorkaise pendant le voyage. Mais ce plan va s'avérer être leur plus grosse erreur. Elle se rend dans sa chambre avec son chat Frodon, prend un iPod et change son médicament antidouleur transdermique. Quand ils prennent le bus pour la ville, elle est surprise de découvrir qu'ils vont voir un spectacle de marionnettes. Et elle reproche à Ruben de l'avoir piégée pour qu'elle vienne. Quelque chose dans le spectacle rend Sammy émotive et elle sort à l'extérieur pour prendre l'air. Mais elle ne se doute pas que tout est sur le point de changer. Elle se rend au magasin du coin pour acheter une barre protéinée et il remarque un convoi de Humvee qui passe à toute allure devant eux. Quand elle revient, elle voit Ruben à l'extérieur en train de prendre un appel téléphonique important qui se coupe brusquement. Et il a de mauvaises nouvelles. Il dit qu'il y a une sorte d'urgence en cours et qu'ils doivent repartir immédiatement sans s'arrêter pour manger une pizza comme il l'avait promis. Le bus commence à s'éloigner, mais s'arrête rapidement quand une sirène de raid aérien retentit quelque part au loin. En regardant autour d'elle, Sammy remarque que les autres patients se sont tous rassemblés à l'arrière du bus et que dans le ciel, ils peuvent voir des dizaines de météores s'abattre sur la ville. Tout à coup, un des objets frappe la rue voisine, soufflant les vitres du bus et le remplissant de fumée noire. Abasourdie par l'impact, la femme revient dans la rue en titubant et découvre que tout ce qui l'entoure est recouvert d'un épais nuage de cendres et de débris. Un homme s'approche d'elle en titubant, grièvement blessé, et une autre personne passe en courant dans la direction opposée. Mais elle n'a toujours aucune idée de ce qui se passe. Elle avance à tâtons et croise un homme au téléphone, qui est tout à coup entraîné par une créature invisible. Sammy s'abrite derrière une voiture, et elle découvre qu'une autre femme s'y cache déjà en fixant quelque chose dans la fumée. C'est alors qu'une immense créature ressemblant à un extraterrestre surgit de sa cachette. Mais elles sont sauvées parce que la créature s'en prend à un autre survivant à la place. Terrifiée, Sammy se remet debout juste au moment où une ambulance arrive à toute allure. Mais une des créatures la renverse, provoquant une explosion qui l'envoie voler dans une fenêtre et l'assomme instantanément dans le choc. Ok, cette situation est absolument insensée. Sammy, ici présente, essayait juste de se procurer une part de pizza. Mais à présent, il semble qu'elle soit piégée au milieu d'une invasion extraterrestre à grande échelle. Maintenant, avant de parler des créatures, nous devrions rapidement jeter un coup d'œil sur la façon dont tout ce désastre a commencé. La pluie de météorites. Nous n'avons jamais un bon aperçu des météorites elles-mêmes, mais d'après la taille des cratères qu'elles créent, nous pouvons estimer qu'elles sont de la taille d'un gros rocher ou d'environ 1 mètre de diamètre. Il est difficile de décrire le danger que ça représente, parce que la force destructrice d'un tel événement est sans commune mesure avec ce que nous avons connu jusqu'à présent. L'onde de choc provoquée par l'impact d'une seule météorite serait comparable à la détonation d'environ 140 tonnes de TNT. Ça veut dire que tous les bâtiments situés à proximité subiraient de graves dommages structurels, allant de l'explosion de leurs fenêtres à l'effondrement de l'ensemble du bâtiment. Même les véhicules de 4,5 tonnes seraient projetés comme des jouets. Immédiatement après l'impact, il y aurait un bref éclair de chaleur intense qui provoquerait des incendies et de graves brûlures. Et en plus, des débris lourds seraient projetés dans les airs, ce qui créerait un danger secondaire une fois qu'ils commenceraient à descendre. Alors, tout ça étant dit, comment diable allons-nous survivre à tout ça? Bon, ça peut sembler évident, mais la première chose à faire est de se mettre à l'abri immédiatement. Il faut chercher un bâtiment solide avec une structure en béton ou en briques et éviter les bâtiments avec des façades en verre. S'il y a un sous-sol de métro ou un abri souterrain à proximité, c'est le meilleur endroit où aller, parce que le fait d'être plus bas que le sol vous protégera des ondes de souffle et des débris qui tombent. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est de quitter la rue le plus rapidement possible et de trouver une protection aérienne pour vous mettre à l'abri. Éloignez-vous des fenêtres pour éviter les éclats de verre et restez à couvert jusqu'à la fin de l'événement. Une fois que vous serez sûr que les météorites se sont arrêtées, l'étape suivante consistera à vérifier que personne n'est blessé avant de se mettre à l'abri et d'attendre de plus amples informations de la part des autorités locales.
Mais survivre à la pluie de météorites est en fait la partie la plus facile ici. C'est de ce qui en sort qu'il faut s'inquiéter. Ce qui nous amène à ces créatures terrifiantes. Si Sammy veut survivre, elle va devoir comprendre ce qu'elles sont. Puisque les créatures proviennent d'une pluie de météorites, elle pourrait en déduire qu'elles sont d'origine extraterrestre. Et elle aurait tout à fait raison. Nous savons que ces monstres sont officiellement appelés les anges de la mort et qu'ils viennent d'une planète où il n'y a absolument pas de lumière, ce qui explique une de leurs adaptations de survie les plus intéressantes. Ils ne possèdent pas le sens de la vue. Au lieu de ça, les créatures chassent en utilisant leur ouïe hypersensible, ce que Sammy a peut-être déjà compris, rien qu'avec ses premières interactions. Aussi intimidant soit-il, il existe des moyens d'utiliser leur propre force contre ces monstres, mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, tout ce que Sammy peut faire, c'est rester silencieuse et essayer de quitter la rue le plus vite possible. Quand elle se déplacera, elle devra faire attention à ne pas faire de bruit et à ne pas attirer l'attention des créatures. La bonne nouvelle, c'est que les bruits du chaos qui se déroule encore autour d'elle devraient aider à couvrir ça. L'objectif est de sortir de la zone ouverte et de trouver un abri immédiatement. Idéalement, elle devrait chercher un endroit qui contient les sons, comme le sous-sol d'un studio d'enregistrement ou même le théâtre de marionnettes d'où elle vient de sortir. Ce dernier est peut-être déjà insonorisé en raison des bruits habituels de la ville. Honnêtement, avec tout ce qui se passe, elle a déjà de la chance d'avoir survécu aussi longtemps. Mais ce cauchemar ne fait que commencer. Quand Sammy se réveille enfin, quelqu'un lui couvre immédiatement la bouche pour l'empêcher de tousser. Il s'agit d'Henri, le père qui était assis en face d'elle lors du spectacle de marionnettes. Et il lui fait signe de rester absolument silencieuse avant de retirer sa main. La femme regarde autour d'elle confuse et réalise qu'elle est de retour dans le théâtre avec un grand groupe de survivants, qui essaient tous de rester aussi silencieux que possible. Personne ne dit un mot. Et sans moyen d'obtenir une aide médicale, les autres ne peuvent que faire ce qu'ils peuvent pour maintenir les blessés dans un état de confort aussi optimal que possible. Henri la conduit à travers la foule et l'amène à Ruben, qui est hyper content de l'avoir en vie. Il s'approche de la femme d'Henri, Zena, pour lui prendre quelque chose, et elle est heureuse de voir que son chat Frodon s'en est sorti lui aussi. À ce moment-là, ils entendent un hélicoptère militaire voler au-dessus d'eux, les avertissant de se mettre à l'abri et de rester silencieux. Quelques secondes plus tard, le bâtiment tout entier se met à trembler tandis qu'une horde de créatures passe, poursuivant la source du bruit. Frodon s'effraie et se met à courir vers le hall d'entrée, et Sammy se lance à sa poursuite. Mais elle finit par marcher sur un petit tas de verre brisé. Et bien sûr, une des créatures revient et commence à les chercher à l'extérieur. Alors que Frodon se retourne pour revenir, il fait accidentellement teinter la clochette du chapeau d'une marionnette, et Sammy se précipite pour l'attraper juste au moment où la créature traverse la porte. Et elle se met à l'abri derrière une poutre de soutien. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est regarder la créature faire le tour de la pièce et se pencher sur le visage de Ruben en l'écoutant grâce à ses structures auditives internes bizarres. Ces deux-là semblent foutus, mais heureusement pour eux, l'hélicoptère passe une deuxième fois, attirant les créatures au loin pour rejoindre une horde composée de centaines d'autres monstres qui descendent la rue en trombe. Sammy se rend aux toilettes pour enlever la cendre qui recouvre encore son visage, quand elle réalise qu'elle n'a plus d'analgésique, ce qui veut dire qu'elle n'en a plus pour très longtemps dans tous les cas. Dans la pièce voisine, elle trouve Zena en train d'écouter la radio de secours et d'écrire un message indiquant qu'ils doivent rester à l'écart des ponts. Tout à coup, des explosions se font entendre à l'extérieur et un groupe monte sur le toit pour aller voir ce qui se passe. Il faut un peu plus de temps à Sammy pour y arriver, parce qu'elle ressent déjà les effets liés à l'absence de médicaments. Mais alors qu'ils observent la scène depuis le toit, ils voient des avions militaires faire sauter tous les ponts, détruisant ainsi tout moyen d'entrer ou de sortir de la ville. Un homme du groupe commence à perdre son sang-froid, complètement flippé à l'idée qu'ils vont tous mourir, ce qui oblige Henri à le faire taire avant qu'il n'attire d'autres créatures. Peu importe comment ils essaient de le calmer, l'homme n'arrête pas de hurler jusqu'à ce qu'Henri finisse par lui frapper la tête contre le mur pour protéger ses enfants, le tuant accidentellement par la même occasion. Plus tard, alors qu'elle est assise en face de Ruben, Sammy écrit un message dans son carnet disant qu'elle part pour Harlem. Ruben ne comprend pas et il secoue la tête pour dire non, jusqu'à ce qu'elle précise qu'elle va aller chercher cette part de pizza. Le cœur brisé, il accepte calmement, sachant qu'il ne pourra pas l'en empêcher. Mais quand il se penche en travers pour la serrer dans ses bras, le courant est brusquement coupé dans l'immeuble. Un instant plus tard, le générateur de secours s'active bruyamment, produisant un bruit énorme qui va tous les faire tuer. Ruben se précipite dans la ruelle pour l'arrêter, tirant un levier qui le met hors tension. Mais au moment où il s'éloigne, un morceau de sa chemise se déchire sur la machine. Il regarde le tissu déchiré et l'homme réalise qu'il va mourir. Quand tout à coup, une des créatures s'élance vers lui depuis l'obscurité, l'entraînant au loin alors que Sammy ne peut rien faire d'autre que de regarder. Ok. Mince, désolé Ruben.
Quand tu es venu pour le spectacle de marionnettes, je suppose que tu ne pensais pas que tu serais celui qui sortirait de scène en volant par la gauche. Pour être honnête, tu aurais probablement pu essayer de t'enfuir au lieu de rester planté là. Mais bon, après avoir vu la rapidité de ces créatures, peut-être qu'accepter ta mort était le vrai bon choix après tout. Quant à Sammy, elle fait le bon choix en décidant de quitter le refuge. Dans un monde où le moindre bruit vous fait tuer, la présence d'autant de personnes est une véritable condamnation à mort. Je dirais donc qu'il est temps de quitter le théâtre. Maintenant, normalement, il faudrait essayer de quitter la ville puisque c'est une grande concentration de population. Et il semble logique que s'en éloigner le plus possible soit le meilleur moyen de rester en sécurité. Mais Sammy a un autre plan en tête. Elle veut absolument manger sa dernière part de pizza dans sa pizzeria préférée. Ce qui veut dire qu'elle va devoir voyager d'ici à Chinatown jusqu'à East Harlem. À pied, c'est un parcours d'environ 16 km. Et ce serait une quête difficile, même sans des centaines de créatures très agressives qui errent dans les rues. Ce qui, à bien y réfléchir, ressemble beaucoup à une journée ordinaire à New York. Sammy ne le sait pas encore, mais il existe en fait un cheat code qui lui permettrait de faire ce voyage en toute sécurité. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. En attendant, tout ce qu'elle peut faire maintenant, c'est se déplacer le plus discrètement possible et essayer de contourner les zones où de grands groupes de personnes pourraient se rassembler, comme les hôpitaux, les postes de police, les points de contrôle militaires et les églises. Le meilleur moment pour se déplacer est peut-être juste après le passage d'un hélicoptère, parce que nous savons que les monstres seront tous occupés à le poursuivre au lieu de nous chercher. Nous voulons essayer d'éviter les créatures à tout prix, mais nous devons quand même être préparés au cas où il y aurait une confrontation. Étant donné qu'elles ne chassent qu'à l'aide de sons, il semble que la meilleure façon de les contrer soit de les distraire avec du bruit. Avant de partir, je commencerai par rassembler des matériaux qui peuvent être utilisés pour créer une distraction sonore, comme de petits débris à jeter sur les voitures ou les bennes à ordures, ou même des bouteilles en verre qui peuvent faire un bruit d'éclatement à l'impact. Veillez simplement à les envelopper dans un tissu quand ils seront dans votre sac, afin qu'ils ne s'entrechoquent pas accidentellement quand vous ne le souhaiterez pas. Maintenant, parlons d'autodéfense. Sammy vous dit peut-être qu'elle n'a aucun moyen de se défendre contre les créatures, mais ce n'est pas forcément vrai. Nous savons déjà que les bruits aigus incitent les créatures à ouvrir leur carapace, ce qui les étourdit et les rend vulnérables à un coup critique. Sammy n'a pas encore compris ça, mais il n'y a pas de raison qu'elle n'arrive pas à cette conclusion naturelle à partir de ce qu'elle sait déjà sur les monstres. Elle a vu qu'ils chassent par le son, et il est donc logique que le bruit aigu puisse perturber leur sens. Et elle a vu les zones vulnérables sous leur tête blindée lors de la première rencontre dans le hall. Le plus beau, c'est qu'ils ont tout ce qu'il faut pour tuer les monstres ici même au refuge. Ils ont une radio portable, des micros et des haut-parleurs provenant de l'équipement de sonorisation utilisé pour les spectacles. Il y a aussi une abondance d'armes, comme des débris de bois ou de métal tranchant qui pourraient servir de lance de fortune, ou même des armes à feu laissées là par les forces de l'ordre et le personnel militaire pendant les attaques. En combinant ces outils, il pourrait créer un dispositif de rétroaction comme celui que la famille Abbott a utilisé au cours de ses propres aventures, l'utilisant pour étourdir les créatures et s'échapper, ou même afin d'ouvrir leur carapace pour un tir mortel. Sammy regarde la note et elle décide qu'elle n'a plus rien à perdre. Elle prend ses affaires, passe discrètement devant Henry qui dort à son bureau et enjambe prudemment le verre brisé dans le hall, émergeant dans les rues de la ville pour la première fois depuis l'attaque. Il n'y a pas âme qui vive en vue, et tout est complètement silencieux, à l'exception du vent qui hurle dans les rues vides. Elle retourne à l'épicerie du coin où elle s'est rendue plus tôt dans la journée et récupère quelques fournitures de base qui leur serviront à tous les deux. Elle met tout ça dans un sac fourre-tout I Love New York. Au bout d'un moment, elle s'arrête dans un parc pour donner à Frodon de la nourriture pour chat et doit couvrir le bruit avec son pull quand elle ouvre la boîte. Mais il y a autre chose qui empêche les créatures de les entendre. Elle se rend compte qu'elle est assise à côté d'une fontaine qui coule à flot. Et elle est choquée quand elle voit deux jeunes enfants cachés en dessous. Elle les rejoint immédiatement et leur tend sa barre protéinée. Et ils l'engloutissent comme si c'était le premier repas qu'ils avaient pris depuis des jours. Puis ils entendent un grondement alors qu'une autre escouade d'hélicoptères passe au-dessus d'eux. Cette fois, ils annoncent que les évacuations commencent au South Street Seaport, le port maritime. Et ils informent les survivants que les créatures ne savent pas nager. Mais maintenant, Sammy sait que quand les hélicoptères arrivent, une vague de créatures suivra toujours. Elle fait rapidement signe aux enfants de la suivre dans un sous-sol tout proche et de quitter la rue, juste au moment où les monstres arrivent en trombe. Sammy attend un moment qu'ils soient tous partis, mais quand elle s'aventure à l'extérieur pour vérifier, elle est presque écrasée par un des extraterrestres qui tombe avec un escalier de secours défoncé. Au lieu de partir, la créature reste dans les parages, rôdant autour de la zone à la recherche de Sammy et des enfants. Mais heureusement, un épais nuage de poussière les recouvre, et quand il disparaît enfin, ils constatent que la créature a disparu elle aussi. Quand ils sortent prudemment dans la rue,
Ils sont surpris de tomber sur un homme en t-shirt orange qui marche tranquillement vers le port. Et ils voient alors de plus en plus de survivants émerger des bâtiments alentours. En quelques instants, une foule de réfugiés, des centaines de personnes, se dirigent lentement et silencieusement vers le site d'évacuation. Samy fait signe aux enfants de les suivre. Quant à elle, elle se retourne et commence à marcher dans la direction opposée, déterminée à obtenir cette part de pizza quoi qu'il arrive. Ok, je vois déjà où ça va nous mener et laissez-moi vous dire que ça ne va pas être bon. Samy doit s'éloigner de cette foule immédiatement. Parce que comme nous l'avons déjà dit, être entouré d'un groupe aussi nombreux avec les extraterrestres à proximité est pratiquement une condamnation à mort. Il semble qu'il y ait au moins plusieurs centaines de personnes dans cette foule, et même s'ils essaient tous de rester le plus silencieux possible, le seul bruit combiné de leurs pas générerait un niveau sonore d'environ 100 décibels. Ça équivaut à une personne qui crierait aussi fort qu'elle le pourrait. Si ces créatures sont capables de percevoir un simple murmure, ce bruit serait plus que suffisant pour attirer leur attention. Outre les bruits de pas, le simple son de leur respiration, le froissement de leurs vêtements ou même des gestes involontaires comme la toux et les éternuements sont autant d'éléments qui ne manqueront pas d'être perçus. C'est comme un buffet à volonté qui marcherait sur la route, bien que les créatures ne mangent pas vraiment les gens. Nous y reviendrons plus tard. Si une personne parmi des centaines d'autres fait le moindre bruit, c'en est fait d'elle. Et il n'y a pas que les créatures dont il faut se préoccuper, parce qu'on peut tout aussi bien être piétiné dans une bousculade par la foule en panique. Si je prends tout ça en considération, il semble que la meilleure chose que Samy puisse faire soit de s'éloigner rapidement et discrètement le plus possible d'eux avant que l'anarchie ne commence. Maintenant, nous avons aussi appris quelque chose de très important sur les créatures grâce à la diffusion faite par l'hélicoptère. Le meilleur moyen de les contrer est l'eau. Le bruit de l'eau qui coule comme celui des fontaines, de la pluie ou des cascades permet de couvrir vos propres bruits. Ils se noieront également s'ils essaient de nager, ce qui veut dire que vous êtes en sécurité tant que vous êtes entouré d'eau assez profonde. Ça veut dire que si Samy peut atteindre la côte de l'île et commencer à nager vers le haut à partir de là, elle pourra le faire tout en évitant de rencontrer les créatures. Ça signifie qu'elle devra peut-être se baigner de temps en temps dans l'East River, mais personnellement, je préfère ça que de me faire déchiqueter par des extraterrestres. Non, franchement. Grâce à cette stratégie, Samy pourrait continuer à remonter la côte en utilisant la rivière comme point de fuite en cas d'urgence. Ou mieux encore, essayer de trouver un bateau ou une embarcation pour pouvoir remonter la rivière elle-même sans jamais avoir à se trouver sur la terre ferme. Sinon, la meilleure chose à faire est de passer dans la ville en traçant un itinéraire de parc en parc. Elle sait qu'il devra y avoir des fontaines pour couvrir ses bruits. Et Central Park est plein de grands lacs et d'étangs qui pourraient lui servir de cachette en attendant que le gouvernement reprenne le contrôle de la situation. Tout commence assez calmement, mais en quelques minutes, la foule est si dense que Samy a du mal à passer. Au moment où elle réalise ce qui est sur le point de se passer, plusieurs créatures se jettent dans la foule. C'est alors que tout part en sucette et se déchaîne. Les gens autour d'elle sont brutalement éliminés un par un, sans possibilité de riposte. Dans le chaos, Frodon disparaît dans la foule, mais la femme est renversée et piétinée avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Incapable de se relever, elle est obligée de ramper sous un véhicule voisin pour se mettre à l'abri. Elle est maintenant à l'abri, mais ça ne dure pas longtemps, parce qu'un autre survivant se glisse derrière elle et commence à tirer la jeune femme en arrière, la suppliant désespérément de l'aider. Tout à coup, une des créatures lui saute dessus, détruisant l'arrière de la voiture et coinçant son pied entre celle-ci et la rue. Elle tire aussi fort qu'elle le peut et parvient finalement à dégager son pied et à s'éloigner en rampant, juste au moment où la suspension cède. Maintenant remise sur pied, elle boitille sur le trottoir en utilisant les survivants les plus bruyants comme bouclier de viande, jusqu'à ce qu'elle parvienne à se mettre à l'abri dans une ruelle voisine. Pendant ce temps, Frodon poursuit un rat dans la rue jusqu'à ce qu'il se retrouve devant une bouche de métro inondée où un homme terrifié en costume d'affaires sort tout à coup de l'eau. Il voit le chat et décide de le suivre, et il se retrouve dans la ruelle où se cache Samy. Quand elle l'aperçoit, elle fait silencieusement signe à l'homme de continuer à avancer, alors qu'elle se relève et recommence à marcher dans l'autre direction. Mais au bout d'une minute, elle se rend compte que l'homme la suit, elle, à la place. Elle fait de son mieux pour le renvoyer, mais le type refuse de partir, et ils continuent à marcher ensemble avec lui à quelques pas derrière, jusqu'à ce qu'une forte pluie se mette à tomber partout dans la ville. Samy se glisse sous un échafaudage métallique, se retourne et demande son nom à l'homme en chuchotant, sachant que la pluie couvrira leur conversation. L'homme répond qu'il s'appelle Eric, et elle devine tout de suite à son accent qu'il vient du Royaume-Uni. Elle lui dit qu'il doit se rendre au port maritime pour être évacué, mais pour une raison qu'on ignore, il semble que l'homme ne comprenne pas le message. Elle a beau le lui répéter, il ne fait toujours pas un geste pour partir. L'homme s'effondre alors et admet qu'il est terrifié, et se sentant mal pour lui, elle décide de trouver un endroit où ils pourront se mettre à l'abri de la tempête.
En repassant par les ruelles, ils finissent par arriver à l'extérieur de l'ancien appartement de Sammy. La porte est fermée à clé, mais ils parviennent à entrer en se servant de l'orage pour couvrir le bruit du coup de pied d'Eric. Une fois à l'intérieur, Sammy se met immédiatement à chercher des médicaments, mais elle n'en trouve malheureusement pas. Pendant qu'elle cherche, Eric remarque un de ses livres et découvre qu'elle était en fait une poétesse publiée avant de tomber malade. La femme lui demande s'il a une famille dont il doit s'occuper, mais il explique que ses parents sont retournés en Angleterre et qu'il est venu aux États-Unis pour terminer ses études de droit. Elle lui dit encore une fois de se diriger vers les bateaux, mais il ne comprend pas pourquoi elle ne va pas elle aussi dans cette direction. Sammy, elle, sait qu'elle ne survivra pas à l'apocalypse de toute façon, alors son seul but est d'obtenir cette part de pizza. Et à présent, elle se rend compte que ce sera peut-être la dernière part jamais fabriquée. Malgré tout, Eric refuse de la laisser derrière lui, peu importe son insistance pour essayer de le convaincre. Ok, ce type est vraiment pénible, mais au moins il est amical. Puisqu'il semble qu'on ne puisse pas se débarrasser de lui, il est peut-être temps pour Sammy de commencer à réfléchir à la façon dont elle pourrait au moins le rendre utile. Maintenant, je sais que je viens de dire qu'il est dangereux d'être entouré d'une foule de gens. Mais avoir un seul gars qui fait tout ce qu'on lui dit, c'est une toute autre histoire. Il peut vous aider de toutes les façons possibles. Par exemple, en rassemblant des provisions. Et je ne parle pas seulement de nourriture et d'eau. Sammy a besoin d'un médicament spécial contre la douleur. Et plus longtemps elle en sera privée, plus les choses deviendront difficiles pour elle. Mais Eric, ici présent, pourrait l'aider à rester en vie si la situation devenait vraiment grave. De plus, la compagnie d'un ami pourrait être très utile. C'est la même raison pour laquelle quelqu'un adopte un chat. Deux paires d'yeux, c'est toujours mieux qu'une seule. Parce qu'il pourra l'aider à repérer les endroits où les créatures pourraient se cacher et remarquer des détails que Sammy ne verrait peut-être pas toute seule. Il pourrait aussi créer des distractions sonores s'ils sont en danger. Et si tout ça échoue, il ferait un excellent bouclier de viande si Sammy devait s'enfuir rapidement. Sachant que la pluie masque leur bruit, la vérité c'est qu'il vaudrait peut-être mieux continuer à avancer vers la pizzeria maintenant au lieu d'attendre que ça se calme, en profitant au maximum du temps dégueulasse qu'il fait dehors. D'un autre côté, l'appartement leur offre au moins quelques bonnes occasions de se retaper et de se préparer pour le lendemain. Sammy n'a peut-être pas trouvé de médicaments, mais ils pourront toujours se servir des couteaux et d'autres outils d'autodéfense. Des vêtements supplémentaires et d'autres tissus pourraient être utiles pour envelopper l'extérieur de leurs chaussures de plusieurs couches de rembourrage, afin d'amortir leurs pas pendant leur déplacement, un peu comme le ferait une infirmière dans un hôpital. Ils pourront également trouver des lampes de poche et des piles pour voir dans l'obscurité, ainsi que d'autres objets qu'ils pourront transformer en bruiteurs de fortune afin de faire diversion en cas de problème. Le lendemain matin, ils devraient se mettre en route le plus tôt possible et rester à proximité des collecteurs d'eau pluviale. Rester à proximité pourrait aider à couvrir les bruits qu'ils feront en se déplaçant, et ils devraient utiliser les lacs, les étangs et les fontaines à leur avantage chaque fois qu'ils le pourront. Sammy s'assoit à côté d'Eric et lui tend son recueil de poèmes, lui demandant de lire une section spécifique à haute voix. Il s'agit d'un poème sur le temps devenu précieux, écrit après qu'elle a été diagnostiquée, et qui frappe encore plus fort maintenant, sachant que le monde ne sera peut-être plus jamais le même. Au matin, Sammy se réveille en espérant que tout ça n'était qu'un mauvais rêve, mais la scène de destruction à l'extérieur de sa fenêtre montre exactement le contraire. Elle s'aperçoit qu'Eric dort encore. Elle prend alors ses affaires et sort discrètement de l'appartement, espérant mettre de la distance entre eux avant qu'il ne se réveille. Un peu plus loin dans la rue, elle trouve ce qui reste d'une bibliothèque détruite. Sammy s'assoit pour lire un peu, et elle remarque que Frodon fixe quelque chose derrière elle. Et quand elle se retourne doucement, elle voit qu'Eric les observe en silence. L'homme lui rend le carnet, ce dont elle est reconnaissante. Mais quand il essaie de l'aider à se relever, elle le repousse rapidement, bien décidée à le faire elle-même. En s'appuyant sur une étagère, elle renverse accidentellement quelques livres, provoquant un grand fracas qui alerte les créatures sur leur position exacte. Maintenant, ils sont paniqués, et ils se mettent tous les deux en route, traversant une cour détruite et essayant de se réfugier à l'intérieur d'un bâtiment voisin. Quand ils essaient d'entrer par la porte tournante, celle-ci se bloque sur la mallette de quelqu'un, ce qui oblige Eric à l'ouvrir de force alors que les créatures se rapprochent. Le choc fait un bruit sourd qui résonne dans le hall vide, et en quelques secondes, plusieurs créatures sont juste derrière eux. Sprintant à travers le bâtiment, ils se précipitent de l'autre côté alors que d'autres créatures s'écrasent à travers le plafond de verre. Ils émergent dans la rue et Eric lance rapidement une brique à travers la fenêtre d'une voiture, déclenchant une alarme pour faire diversion. Le plan fonctionne et ils parviennent à se réfugier dans un tunnel de métro pendant que les créatures s'en prennent aux voitures. Mais ils réalisent rapidement qu'être piégés dans l'obscurité n'est pas beaucoup mieux. Se déplaçant aussi discrètement que possible, ils tentent de s'échapper par l'entrée opposée, mais finissent par être bloqués par une des créatures, bien qu'elles ne sachent pas encore exactement où ils se trouvent.
Ils n'ont d'autre choix que de reculer lentement et de s'engager dans un tunnel sur le côté, en rampant dans le passage avec la créature à quelques mètres derrière eux. Quand ils tournent à l'embouchure, ils découvrent que le tunnel est complètement inondé, et n'ayant pas d'autre choix, ils sont obligés de s'enfoncer dans l'eau froide et trouble. Il n'y a qu'une seule direction à prendre, alors Sammy ouvre la voie et Eric la suit de près, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit où il y a un trou dans le plafond. En l'éclairant, ils voient qu'une créature dort à l'intérieur, et leurs seules options sont de passer directement en dessous ou de faire demi-tour et d'affronter celle qui les cherche déjà. Il y a un fort courant. Ils peuvent donc compter sur le bruit de l'eau qui coule pour couvrir les bruits de leur passage. Mais au moment où Eric arrive juste en dessous de la créature, il commence à être pris d'une violente crise de panique. Comprenant qu'il va les faire tuer tous les deux, Sammy saisit l'homme et tente de le calmer. Bien que ça fonctionne, il laisse accidentellement échapper une profonde expiration quand il se ressaisit enfin. Et la créature explose hors de son terrier, se précipitant vers eux le long du plafond. Maintenant, ils nagent pour sauver leur vie, et ils finissent par atteindre un point où ils doivent descendre sous la surface. La créature les suit, mais quand elle ouvre la tête, l'eau envahit immédiatement son corps, la noyant et leur permettant à tous les deux de s'échapper. Alors qu'ils commencent à manquer d'air, ils aperçoivent une lumière à la surface et débouchent dans un autre cratère ailleurs dans la ville. Eric prend d'abord Frodon qui décide une fois de plus de s'enfuir seul avant d'aider Sammy à sortir de la fosse. Quand ils regardent autour d'eux, ils se rendent compte qu'ils sont dans une vieille église. Et Sammy s'évanouit rapidement d'épuisement. Ok, vous savez quoi? Je retire ce que je viens de dire sur le fait que rester ensemble est une bonne idée. Ces deux-là ne peuvent pas passer 20 minutes dans la journée sans alerter toutes les créatures de la ville. Et à chaque fois qu'ils ont l'occasion de s'entraider, ils ne font qu'empirer la situation. Au moins, ils sont encore en vie, mais il s'en est fallu de peu. Et je suis désolée de le dire, mais Sammy et Eric, vous avez tous les deux merde. Commençons par Sammy qui est à l'origine de tout ça. Tout ce que tu avais à faire, c'était de laisser le gars te filer un coup de main. Il essayait juste d'être gentil, mais vouloir tout faire toute seule ici a failli vous faire tuer tous les deux. La prochaine fois que tu utiliseras une étagère comme support, tu devrais peut-être regarder d'abord si elle a des roulettes, ok? C'est juste une chose à laquelle il faut penser quand on sait que le moindre bruit peut faire débouler des centaines de créatures à vos trousses en un instant. Et puis il y a toi, Eric, qui a en quelque sorte trouvé le moyen d'alerter les monstres quand vous aviez tout ce qu'il fallait pour couvrir vos bruits. L'eau courante est en fait un cheat code pour se faufiler parmi ces bestioles, mais tu as réussi à tout gâcher. C'est pas le moment de faire une crise de panique, mon gars. Ce que tu aurais dû faire, c'est attraper ton chat de soutien émotionnel et te ressaisir avant de te faire piétiner par une horde de gorilles démoniaques de l'espace. Vous étiez pratiquement à l'abri tous les deux. Tout ce que tu avais à faire, c'était de ne pas pleurnicher comme un petit bébé et tout se serait bien passé. Mais il semblerait que tu ne sois pas très à l'aise sous la pression, pas vrai? Ce qui fait de toi un maillon faible quand il s'agit de survivre à une situation comme celle-ci. Si j'étais Sammy, je reconsidérerais fortement ma décision de te laisser m'accompagner à ce stade. Au moins, il va pouvoir se racheter bientôt. Mais Sammy et Eric, vous avez merdé. Quand elle se réveille enfin quelques temps plus tard, Eric lui écrit un mot pour lui demander de quel type de médicament elle a besoin. Après avoir obtenu une liste de ce qu'il doit chercher, il part seul en ville, espérant trouver une pharmacie et ramener des fournitures. En marchant, ils passent par un poste de contrôle militaire abandonné, et leur véhicule détruit lui montre qu'ils ne font pas beaucoup mieux que les autres. Il ne lui faut pas longtemps pour trouver un magasin, mais quand il est accroupi à l'arrière pour chercher les médicaments, il est effrayé par quelque chose qui saute tout à coup sur le comptoir. Heureusement pour lui, il s'agit de Frodon. Et tous les deux reprennent le chemin de l'église après avoir trouvé tout ce dont ils avaient besoin. Il fait déjà nuit et il reste encore un peu de chemin à parcourir. Mais Frodon fait brusquement demi-tour et s'enfuit dans un chantier de construction. Eric le suit nerveusement et découvre le chat en train de lécher des spores bizarres qui poussent un peu partout. Eric tente de le faire revenir, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, une des créatures apparaît tout à coup à quelques mètres de lui. Le chat s'abrite sagement sur une poutre de soutien en hauteur et Eric est obligé de le suivre. En hauteur, ils observent une des créatures ouvrir une spore avant d'appeler ses potes qui commencent tous à se nourrir de l'étrange substance blanche contenue à l'intérieur. Alors qu'il avance sur la poutre, Eric glisse et fait du bruit, attirant l'attention de la plus grande créature. La bête s'approche à quelques centimètres de son corps et utilise sa structure auditive interne pour l'écouter de près, au point qu'elle peut probablement presque entendre le son de son cœur qui bat. Heureusement, il parvient à rester immobile jusqu'à ce qu'elle s'en aille et ramène Frodon sain et sauf à l'église, où Sammy les attend toujours. Il retrouve Sammy là où Eric l'avait laissé, et elle est ravie de voir qu'ils ont réussi à ramener des médicaments. En plaçant le patch sur son ventre, la femme pousse un soupir de soulagement.
parce que la douleur est enfin atténuée, du moins pour l'instant. En baissant les yeux, Eric remarque le carnet de Sammy ouvert sur le sol, avec une note sur la façon dont son père jouait du piano. Elle explique qu'elle avait l'habitude de le voir jouer dans un club de jazz à Harlem et qu'il l'emmenait ensuite dans sa pizzeria préférée. En toute honnêteté, Sammy admet qu'elle est prête à mourir, mais Eric lui fait promettre de tenir encore un peu, au moins jusqu'à ce qu'il puisse lui offrir cette part de pizza. Ok, la première chose qui me rend dingue, c'est qu'Eric est passé à côté de toutes ses armes en parfait état au poste de contrôle militaire. Elles ne sont pas seulement utiles contre les créatures, mais aussi comme protection contre les survivants qui pourraient vous causer des problèmes. Je comprends que les utiliser ne ferait qu'attirer plus de créatures, mais malgré tout, vous préféreriez vous promener les mains vides dans ces conditions ou avoir une arme surpuissante que vous pourriez utiliser si vous en aviez besoin? Moi, je sais ce que je choisirais. Maintenant, Eric vient d'apprendre quelque chose de nouveau sur ces créatures qu'aucun d'entre nous ne savait vraiment avant. Il a découvert ce qu'elles mangent. Nous savons que même si ces créatures tuent des humains, elles ne les consomment pas. Et un des plus grands mystères qui les entourent a toujours été de savoir ce qu'elles pouvaient bien utiliser pour assurer leur subsistance. Maintenant, nous savons qu'elles semblent se nourrir de ces spores extraterrestres, ce qui est logique puisque ça veut probablement dire que les spores sont tombés avec elles dans les météorites. Et ça veut aussi dire qu'elles sont déjà habituées à les consommer et à les utiliser comme source d'énergie. Il est donc possible d'utiliser ces nouvelles informations à notre avantage, à la fois pour nos 2 survivants actuels et pour l'humanité en général. Commençons par l'impact que ça pourrait avoir sur Sammy et Eric. À la base, ça veut dire qu'en évitant les zones avec des spores et en restant donc à l'écart des zones de nourrissage des extraterrestres, ils peuvent naturellement réduire leurs chances de se retrouver en danger. Pour une approche plus créative, ils pourraient essayer de récupérer certaines de ces spores dans des contenants hermétiques à l'épreuve des odeurs, puis les utiliser comme des distractions jetables s'ils devaient avoir besoin de s'échapper rapidement. S'ils arrivent à observer que les extraterrestres se nourrissent à des moments précis, comme certaines heures de la nuit, alors ils sauront qu'il est plus sûr de voyager pendant ces moments où ils sont distraits. Quant au reste de l'humanité en général, nous pourrions étudier les spores au fil du temps pour voir si elles peuvent être utilisées contre les extraterrestres, par exemple en les empoisonnant ou en les modifiant génétiquement d'une manière ou d'une autre. L'injection de produits chimiques dans les spores pourrait les rendre toxiques à la consommation. Et ils pourraient même essayer de réécrire le code génétique des spores pour les rendre nuisibles à l'espèce extraterrestre. Comme nous savons qu'ils reviendront ici pour se nourrir, les zones de spores pourraient être piégées à l'aide d'explosifs, ce qui permettrait de prendre les extraterrestres par surprise quand ils voudront se nourrir. Enfin, nous pourrions simplement détruire les spores elles-mêmes, parce qu'une bande de champignons inertes est bien plus facile à combattre que ces machines à tuer blindées. Et couper leur approvisionnement en nourriture finira par tuer les extraterrestres par la même occasion. Au matin, ils recommencent à traverser la ville tous les 2, passant par le parc vide où des ballons de basket et des pièces d'échecs traînent encore comme si quelqu'un allait revenir pour finir sa partie. Enfin, ils arrivent devant la pizzeria. Mais à la surprise de personne, l'endroit est complètement détruit. Sammy s'effondre à genoux devant un trou d'égout en flammes. Eric la prend dans ses bras et lui propose un dernier plan pour la réconforter, en lui demandant le nom du club de jazz où son père avait l'habitude de jouer. Contrairement à la pizzeria, le club est toujours en état, et le fait d'être là remplit la femme de souvenirs de moments heureux quand elle était enfant. Eric l'aide à s'asseoir et lui fait signe qu'il revient tout de suite, laissant Sammy seule pour en profiter pleinement. Pendant son absence, elle trouve une station audio pour recharger son iPod, et elle passe ses doigts sur les touches du piano sur lequel son père jouait il y a des années. Quand Eric finit par revenir, il entre en cachant quelque chose dans son dos. Il prend un marqueur et écrit le nom de sa pizzeria préférée sur la boîte. Et quand il se retourne, il lui montre qu'il a réussi à lui trouver la toute dernière pizza sur Terre. Ce n'est peut-être pas sa pizza préférée, mais c'est la meilleure qu'elle ait jamais mangée. Et même le petit Frodon peut en manger un bout. Après avoir trouvé un jeu de cartes, Eric fait signe à Sammy de le rejoindre sur les planches et se lance dans une scène de théâtre, faisant semblant de faire un tour de magie pour la foule invisible, juste pour l'aider à sourire une dernière fois. C'est alors qu'ils entendent le bruit des sirènes de bateaux à l'extérieur, et ils voient par l'escalier de secours de l'immeuble que le dernier bateau d'évacuation est sur le point de quitter le port. Sammy sait qu'il n'y a plus d'espoir pour elle de toute façon, mais elle veut qu'Eric et Frodon aient une chance, alors ils quittent silencieusement le bâtiment et commencent à se diriger vers les quais. Se faufilant entre les voitures brûlées, ils commencent à suivre les bateaux. Mais il y a un problème. Les créatures sont attirées par le bruit, et un groupe d'entre elles se tient justement sur leur chemin.
Eric commence à paniquer et il a une nouvelle crise. Mais c'est plutôt le moment où il va devoir se ressaisir. Comprenant que c'est là que leurs chemins vont devoir se séparer, Sammy serre Frodon dans ses bras une dernière fois avant de le remettre à Eric, lui disant de courir alors qu'elle se remet sur ses pieds. Sammy s'empare rapidement d'une clé pour démonter les roues et commence à courir dans la rue pour retourner vers la ville, brisant les vitres des voitures et activant leurs alarmes sur son passage. Le bruit fait bondir les créatures dans sa direction et pendant qu'elles sont distraites par les voitures, Eric commence à courir vers le bateau. Il se faufile par un trou dans la clôture et s'élance sur le quai avec Frodon dans les bras, luttant contre les créatures qui se rapprochent juste derrière lui. Il leur échappe de justesse et parvient à plonger dans l'eau juste un instant avant que les créatures ne le rattrapent. Puis il nage en toute sécurité jusqu'au bateau pendant que Sammy les surveille depuis le rivage. Une fois qu'il est en sécurité à bord, Eric fouille dans sa poche et y trouve un mot de Sammy, le remerciant de l'avoir aidé et de bien vouloir prendre soin de Frodon. Pendant ce temps, Sammy retourne à la pizzeria où elle trouve une photo encadrée d'elle et de son père mangeant là quand elle était enfant. Elle prend la station audio et sort au milieu de la rue en écoutant une de ses chansons préférées. Après avoir respiré profondément, elle débranche les écouteurs et une des créatures s'élance immédiatement derrière elle. Et elle meurt en sachant qu'elle a tiré le meilleur parti du temps qu'il lui restait. Sans un bruit jour 1. Quel film! Quel voyage émotionnel! Et je suis franchement heureuse de voir que cette franchise a encore de beaux jours devant elle. Je pense que le préquel était ce dont nous avions besoin pour voir comment toute cette merde a vu le jour. Mais dites-nous dans les commentaires ce que vous auriez fait différemment. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos exactement comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!